Voilà, bienvenue, bienvenue avec nous ici. Alors, c'est un parcours pour des étudiants. Bienvenue aux étudiants numéro un et on va s'adresser à vous, les étudiants numéro un. Et puis, du coup, ça nous permettra à tous de bien rentrer dans cette dynamique de découvrir ou d'approfondir deux grandes figures. Et donc, on a tenu à ce qu'il y ait aussi un visage féminin, un visage masculin. C'est très important et qui, tous les deux, ont croisé à leur manière science et œuvre sociale. Et ça, on le sait au nom de leur foi, hein, science et œuvre sociale. Et ça fait vraiment partie, je pense, de l'ADN de notre université. Et j'ai remis ici au centre, entre les deux, ce qui est devenu progressivement, si j'ai bien compris, en 1920, le, le leitmotiv, on peut dire, en latin à l'époque, de la Cato de Lille, in fide ad scientiam, c'est pas trop difficile à traduire, dans la foi vers la science, hein, ce qui, à l'époque, 1875 et puis le début du XXe siècle, n'était pas du tout si évident que ça dans le contexte de l'époque en France, hein. Donc on a affaire aussi à des gens engagés et on a demandé à deux personnes qui vont parler au nom de ces deux figures et qui vont nous parler de ces grandes figures, de nous dire évidemment leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont, le sel un peu qui les a animés dans ce grand courant du catholicisme social qu'on aura l'occasion de reprendre ensemble un peu plus tard dans la quatrième séance ouverte à tous, et comment ils ont apporté leur engagement, leur sens de la société et leur sens de l'éducation, hein, de l'éducation. Et nous sommes héritiers, pour une part, de ces personnes que nous allons découvrir un peu plus. Nous allons commencer par Philibert Vraud, qui va être présenté par Bruno Bétoir et qui nous fait souvent le plaisir comme historien notamment, mais comme engagé aussi dans ce grand courant du catholicisme social, de venir nous aider à découvrir ces visages, Philibert Vraud, hein. Merci beaucoup, Bruno, de nous conduire sur les traces de Philibert Vraud. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, tout est bon. Je remercie les responsables de la Cato. J'ai le grand plaisir de vous présenter Philibert Vraud, qui est une personnalité dont l'une des caractéristiques essentielles, merci bien, c'est la modestie. C'est un homme très modeste qui a travaillé et qui a permis de très grandes entreprises, de très grandes œuvres catholiques et sociales à partir de ses convictions. Nous allons, pour étudier Philibert Vraud, vous avez les dates, 1829-1905. Il faut d'abord mesurer le contexte dans lequel Philibert Vraud a œuvré. Pour mesurer le caractère audacieux, innovant de cette œuvre, alors Philibert Vraud est son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur, Camille Féron-Vraud. Il faut les replacer dans un temps. Est-ce qu'on voit bien au fond un temps et un espace précis? Le temps, eh bien, on vient de l'évoquer avec le père Magnien, c'est la croisée des 19e et 20e siècles. C'est des années dangereuses, terribles, dures pour notamment le catholicisme. 1880, c'est Jules Ferry, l'école primaire, etc. 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. C'est durant cette période que Philibert Vraud va œuvrer. L'Église et l'État sont en conflit de par l'héritage, notamment lié à la Révolution. Cette situation historique est importante à prendre en compte pour comprendre quelquefois certains combats de Philibert Vraud. Il fallait défendre la foi catholique qui se sentait menacée. Et par contre, durant tout le 19e siècle, il y a eu des périodes d'union, comme on disait, du trône et de l'autel. Et la Grande Guerre a été un moment, un grand moment, mais Philibert Vraud est mort, de réconciliation à travers l'union sacrée. Le lieu, ben c'est le Nord,
avec ses trois originalités. Une région marquée par la réforme tridentine, concile de Trente, XVIe siècle. La réforme tridentine, c'est le retour à une foi catholique romaine apostolique qui insiste sur la liturgie et les œuvres sociales. Et le Nord, qui était alors flamand, a complètement adhéré à cette réforme tridentine qui a marqué la région. Une liturgie, une formation des œuvres. Et les œuvres, ce sont des œuvres des laïcs, pas du clergé, les œuvres des laïcs prises en charge. Philibert Vraud est un magnifique exemple de ces laïcs qui prennent des initiatives. Le Nord est aussi une pionnière de la révolution industrielle. Elle est très proche du Royaume-Uni, cette région. Et des dynasties familiales d'industriels catholiques vont naître dans ce contexte. C'est aussi politiquement une terre bonapartiste qui se rallie à la République. Certains vont devenir socialistes et d'autres vont être très attachés à l'alliance de la foi et de leur engagement social. Quant à la ville de Lille, elle n'est française que depuis 1668. Donc, c'est 3 siècles. Et cette ville, qui est la capitale de la Flandre, est en pleine montée en puissance à la fin du XIXe siècle sur tous les plans, démographique, économique, social, culturel. Lille est en train de doubler Douai, de faire en sorte que la ville s'impose comme le haut lieu de la Flandre française. Quelques repères biographiques pour commencer. Il est né en 1829 dans une famille catholique de la petite bourgeoisie du nord de la France. Il est le fils de François Philibert, qui est un fabricant de fils. Philibert, c'est le fil à coudre de père en fils. Il est le petit-fils de François-Joseph qui est venu, c'est la Flandre, venu de Tournai. Il est venu s'établir comme marchand drapier, son grand-père, à Lille, sous l'Ancien Régime. François Philibert, son père, s'est marié à 35 ans. Nous sommes en 27. Il avait rencontré en famille sa future femme, Sophie Aubineau, Sophie Vraud-Aubineau, la mère de Philibert, et de Marie Vraud, qui est l'épouse de Camille Féron-Vraud. C'est la nièce de son beau-frère, donc c'est en famille, Alexandre Aubineau, qui a épousé, lui, la sœur aînée. C'était des mariages en famille, comme ça se faisait beaucoup à cette époque-là. Dans le ménage Vraud, Philibert a une sœur qui s'appelle Sophie, qui est plus l'aînée, qui épouse un Lyonnais, qui est ingénieur des ponts et chaussées. Elle va tomber gravement malade assez rapidement et la famille va être très préoccupée, on le voit dans les correspondances, de la santé de la sœur aînée Sophie. Quant à Marie, l'épouse de Camille Féron-Vraud, c'est le 3e enfant qui naît 10 ans après Philibert. Et elle va devenir l'épouse de Camille Féron-Vraud. Voilà le couple. La famille. Voici Marie Vraud. Nous en reparlerons quand on parlera de Camille Féron-Vraud. Alors, il a une première période au collège municipal de Lille. Il va nouer une amitié parce qu'ils sont voisins avec Camille Féron, qui est plus jeune que lui, le futur Féron-Vraud. Les parents de Camille tiennent un commerce, rue Esquermoise, dans le centre de Lille, un commerce de soierie. Les pères de Philibert et Camille sont amis de la même manière que les mères. Donc, il y a vraiment une forte identité. Ils sont très, très proches. Et, vous voyez, déjà à cette époque-là, Philibert est victime de surveillants indignes, je ne vous fais pas de dessin, dans ce collège municipal. Il en est marqué. Durant l'adolescence, alors est-ce qu'il y a un lien aussi difficile à dire? Il délaisse la foi chrétienne, mais entre nous, Saint-Augustin, il avait largué la foi chrétienne avant d'y revenir. Il délaisse la foi chrétienne au profit de ce qui était à la mode
dans cette époque scientiste et positiviste, parce qu'il voulait être dans l'air du temps, au profit du spiritualisme rationaliste cher à une grande figure de ce courant, Victor Cousin, sous le Second Empire. Et en septembre 1847, le jeune homme, qui a déjà eu une vie un petit peu perturbée au collège, va suivre les cours de philosophie, toujours dans ce même collège, d'un jeune homme de 23 ans qui s'appelle Beausire. Et ce Beausire, qui est un Vendéen, il ressemble à Georges Clemenceau. C'est un Vendéen bleu, c'est pas un Vendéen blanc. C'est un disciple justement de Victor Cousin. Donc, vous savez, c'est ce courant spiritualiste de l'école hegelienne, les forces de l'esprit, la dialectique et l'esprit qui dirigent le monde. Le voici, Victor Cousin. En 1854, il va rester dans le spiritualisme Philibert Vrault, et il s'intéresse aux fameuses tables tournantes qui étaient très à la mode à cette époque-là. Victor Hugo, notamment, pratiquait le spiritisme avec les tables tournantes. Le voici, Victor Hugo. Donc, ce sont des séances très particulières. Et dans la salle à manger familiale, en présence de son père, de sa mère, de sa sœur, il fait un certain nombre d'expériences troublantes qui l'affectent, qui le remuent, qui le secouent, avec un hôte invisible, en tout cas il le sent, qui répond par les lettres de l'alphabet dans un dialogue. De quelle religion es-tu? La réponse est il n'y a qu'une religion au ciel, laquelle? L'hôte invisible lui répond la religion chrétienne, catholique et romaine. Et je n'invente pas, c'est lui qui rappelle ce souvenir, qui l'a fortement marqué. Philibert Vrault, qui était un catholique de famille, qui avait perdu la foi, qui se pose des questions, qui est en recherche, se met à genoux, c'est lui qui le dit, et se met à réciter le pater avec ferveur. Alors certes, il va falloir le secours d'un aumônier, le père Monsieur Gontier, parce qu'à cette époque-là, on les appelait Monsieur Gontier, aumônier du collège, qui lui demande de lire la Bible et les écrits de Thérèse d'Avila, le château intérieur de Thérèse d'Avila, la contemplation catholique dans la plus belle forme. Monsieur Gontier va être aidé dans sa tâche de rééducation chrétienne de Philibert Vrault par Camille. Parce que Camille, lui, n'a jamais perdu la foi qu'il avait reçue de ses parents. Il l'a jamais remise en cause. Il a suivi son ami, Philibert, et avec lui, grâce à Camille, grâce à Monsieur Gontier, l'abbé Gontier, Philibert Brault revient à la foi en 1854. Et là, Philibert Brault passe d'un extrême dans l'autre. Il veut entrer en religion, tellement il est désormais convaincu que c'est la bonne voie, l'Église apostolique et romaine. Vous voyez, l'influence tridentine, elle est là. Il demande à son père d'entrer en religion et son père lui dit « Calme-toi, Philibert, je suis à la tête d'une fileterie qui conditionne les fils de lin à Lille. C'est une affaire familiale, j'ai besoin de toi pour continuer ce que j'ai entrepris. Il faut que tu assures la relève. » En décembre 1854, après une grave déconvenue professionnelle sous la forme d'une faillite d'agence lilloise de caisse d'escompte qu'il avait engagée avec un ami, un frère, un cousin lyonnais, le cousin lyonnais lui avait fait de mauvais placements. Donc il s'était engagé dans cette affaire. Il est en situation difficile et il est sauvé par le curé de la paroisse Sainte-Catherine de Lille et par une très grande personnalité catholique sociale de l'époque, un certain Charles Kolb Bernard, qui s'est pris d'amitié pour ce jeune Philibert, qui était un homme passionné. Il s'est pris d'amitié pour lui, parce que Philibert, on va le voir, participe aux conférences Saint-Vincent de Paul. C'est son côté caritatif. Il a un côté contemplatif et un côté caritatif. Il participe aux conférences Saint-Vincent de Paul. Charles Kolb Bernard les a fondées, comme le grand Frédéric Ozanam là-bas à Paris.
Et il lui manquait de l'argent pour ne pas être en situation délicate. Les 40 000 francs, il les obtient grâce à une comtesse qui accepte par l'entremise de Kolb Bernard de sortir, le voici, Kolb Bernard, de sortir de ce pas délicat. Alors, il choisit de s'investir dans l'entreprise après cet essai infructueux. La conjoncture va devenir très favorable à partir de 1859. Il participe à la mise au point d'un article qui est un article moderne, la pelote de fil à coudre, cerclée d'une étiquette à la marque au chinois. Il va seconder son père jusqu'au décès de 1870. Voilà, fil à lin, à coudre, Philippe Hervreau et compagnie à Lille. La marque au chinois. Il va travailler en compagnie de son ami d'enfance, Camille Féron-Vraud, qui va accepter, alors que lui, Camille Féron, est parti sur quelque chose qui est totalement différent, la médecine, et il va décider d'abandonner, Camille Féron, abandonner son activité médicale et venir prêter main forte à Philibert dans la direction de cette maison, le Fil Vraud. Je salue Thérèse Lebrun. Tandis qu'il gère, lui, les approvisionnements et la commercialisation, il s'occupe de l'extérieur, Philibert. La maison interne, elle tourne grâce à Camille Féron. Ils se sont répartis les rôles, une espèce de duo extrêmement performant. Les résultats sont spectaculaires. La maison Vraud et compagnie décuple son chiffre d'affaires, dépasse les 1000 employés en 1875. Entre 60 et 75, c'est une explosion du développement. Ils vendent par an 70 millions de pelotes de fil de lin. Dès 1867, il institue dans la région du Nord des patronages chrétiens. Il a compris que la jeunesse, c'était quelque chose d'extrêmement important. Des patronages chrétiens pour donner un cadre moral et récréatif aux enfants démunis. C'est ainsi qu'il crée l'un des premiers patronages à Lille, le patronage Saint-Léonard. Il se présente, lui l'industriel, il se présente aux élections législatives en 1876. Nous sommes au moment où la France hésite entre un retour à la monarchie, le comte de Chambord, le comte d'Orléans, les orléanistes, les légitimistes, et les républicains qui arrivent. Il se présente en 1876, c'est un monarchiste de cœur, et il se rallie aux institutions républicaines en fidélité à ce qui est la référence pour lui, c'est-à-dire le pape Léon XIII. Le pape Léon XIII va demander quelques années plus tard de se rallier, et lui, il anticipe ce ralliement. Il est candidat républicain et catholique. À la suite du décès de sa mère en 1888, il confie la direction de l'entreprise à son beau-frère, et comme le rappelle, je me souvenir, Xavier Théry, qui avait beaucoup travaillé sur Philibert Vraud, il va devenir ce que Xavier Théry appelle le commis voyageur de Dieu. C'est une très belle expression. Un commis voyageur, c'est quelqu'un qui vend sa marchandise. Eh bien, Philibert Vraud va vendre sa foi catholique, son ardeur catholique à l'ensemble des gens qu'il va rencontrer partout en France, dans le Nord, mais aussi partout en France. Il meurt dans la plus grande pauvreté, lui qui a fait des bénéfices considérables avec l'entreprise, qui a permis de faire vivre 1000 employés, qui a fait quantité d'œuvres dont on va parler maintenant, il meurt dans la plus grande pauvreté au point que le fisc s'émeut en se disant c'est pas possible qu'il ait si peu. Voilà la vie. L'usine, le commis voyageur de Dieu. Alors, on va passer maintenant à... C'est un professionnel. J'insiste volontairement, c'est quelqu'un qui a une compétence professionnelle. Je ne sais pas pourquoi il y a le petit vert qui reste. Il y a un titre qui est au-dessus, mais enfin, peu importe. Philibert est un commercial d'exception. Il a choisi un seul produit pour ne pas se disperser. Il a un excellent réseau de représentants exclusifs. C'est un professionnel de la communication. Il est
très bien encadré. Il a une publicité agressive au beau sens du terme, des belles affiches. Il défend des prix et des marges pour les grossistes qui sont ses candidats et il fait des bonifications. Il leur accorde un certain nombre de bonifications. À partir de 1860, les bénéfices, je l'ai dit, sont considérables. Les 70 millions de potes, ça fait 2 pelotes par Français. C'est dire l'importance du rayonnement de cette petite entreprise. L'article unique, le blanc, le noir, le chiffre d'affaires moyen annuel est de 5 millions de francs or, avec un bénéfice de 16%, 800 000 francs de francs or, l'équivalent de 3 millions 200 000 euros aujourd'hui. Donc, c'est une entreprise qui tourne, c'est un professionnel de l'industrie. Il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices, ni de TVA, les charges salariales sont faibles, vous imaginez ce qui reste à la fin. Même s'il laisse aux mains de Camille la bonne marche de l'entreprise, il assure, lui, parce que c'est un commercial d'exception, la visite des clients, des fournisseurs. Il fait le lien avec les représentants. Sur la fichette, qui est une chinoiserie, parce que le produit chinois est à la mode, c'est exotique, ça fait bien. C'est comme, c'est l'exotisme. Et il a fait mettre sur les côtés en chinois gloire à Dieu au plus haut des cieux. Donc les gens achètent un produit sur lequel en chinois c'est marqué gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ça, c'est Philibert Vraud. C'est Philibert Vraud qui est capable de faire passer le message de manière, vous voyez, sur les côtés, de manière subliminale. Alors celui qui se dit, ben, c'est quoi ça? Eh bien, il va chercher, il trouve la traduction. Et lors d'un colloque sur Philibert Vraud, on a traduit. Et effectivement, c'était le terme exact. Alors, l'entreprise Vraud va être animée par des religieuses de la Providence de Portieux. Alors, on a du mal à imaginer ça, mais on est dans une époque, il faut se remettre dans le contexte, c'est pour ça que j'ai insisté sur le contexte. C'est une époque où les religieuses sont présentes dans l'entreprise et elles animent, parce que ce sont des femmes essentiellement, les 1000 ouvriers, essentiellement des femmes. Il y a une prière du matin et une prière du soir, avant de travailler et après travailler. Vous imaginez, par rapport à aujourd'hui. Les voici, ces religieuses. Elles vont être présentes jusqu'à la fin de l'entreprise. L'entreprise dure jusqu'à la fin des années 60. Elle est opérationnelle jusqu'à la fin des années 60. Elle gère le calcul des salaires, prépare les cérémonies religieuses. Elles tiennent une école ménagère, visitent les familles, participent aux fêtes organisées par l'entreprise. Voilà, il y a des photos qui datent de 1936, c'est-à-dire après la mort. Il y a une chapelle dans l'usine, ce qui se trouve aussi ailleurs dans d'autres usines du Nord. Le catholicisme social est extrêmement bien implanté. Le monde ouvrier est certes en partie socialiste, mais il est aussi, surtout chez nous, en partie chrétien. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la CFTC est née dans le Nord. La CFTC et la CFDT. C'est le catholicisme social dont on parlait tout à l'heure. Le monde patronal est lui aussi très marqué. De nombreuses marques font référence à des caractéristiques à vocation, à origine chrétienne, les laines du Sacré-Cœur, etc. Entre 1865 et 1870, il a effectué sur son compte dans l'entreprise toutes des dépenses en faveur des œuvres religieuses et d'entraide. Les prélèvements pour ces œuvres religieuses et d'entraide dans son entreprise, en payant très correctement les salaires, hein, évidemment, mais c'est des bénéfices à hauteur de 280 000 francs par an. Le chiffre d'affaires étant élevé, on voit bien que la famille Vraud, c'est-à-dire Madame Vraud, Philibert Vraud et Camille Féron-Vraud, se retrouvent à la tête, pour un quart chacun, d'une fortune considérable. Et les bénéfices de cette maison Vraud, qui sont à concurrence de 7% du chiffre d'affaires, vont être en grande partie affectés à la création de l'université catholique. On peut vraiment dire que Philibert Vraud et Camille Féron-Vraud et la famille Vraud en général ont été les pourvoyeurs financiers
de la création de l'Université catholique de Lille. Elle a bénéficié pendant 30 années d'une somme qui a été évaluée par Xavier Théry, qui a travaillé dans l'entreprise, à plus de 12 millions de francs. Le cardinal Régnier, archevêque de Cambrai, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas de diocèse de Lille, c'est le diocèse de Cambrai. Le diocèse de Lille interviendra en 1913. Le cardinal Régnier, archevêque de Cambrai, à la fondation en 1875, il y a 150 ans. Le cardinal Régnier disait « L'existence de notre université ne tient encore qu'à un fil, voyez le jeu de mots, ne tient encore qu'à un fil, mais ce fil est solide, c'est le fil Vraud. » La formule était bien vue. Ses dépenses personnelles sont très réduites. Il donne jusqu'à 92% de ses revenus à l'Université catholique, mais vous allez le voir à quantité d'autres œuvres. C'est un homme dont on peut dire que le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de bruit. Il fait tout ça dans la discrétion absolue. C'est ce qui fait son caractère. C'est un homme d'action dans la discrétion. Et quelle action! Le fisc s'émeut, comme je le disais tout à l'heure, de voir qu'il avait si peu de revenus. Voici le cardinal Régnier et celui qui parle du fil d'or. Son testament, le voici. Je remercie Dieu de m'avoir permis de le connaître et de l'aimer. Il est sur le point de mourir. Je lui rends grâce de tous ses bienfaits. Je meurs dans son amour et j'espère le bénir et le louer éternellement. Je le prie pour tous les hommes qui sont sur la terre et pour tous ceux qui y paraîtront jusqu'à la fin des siècles. Que la Sainte Église s'étende par tout l'univers, que le règne du Christ arrive. Amen, amen. Point de suspension. C'est pas mal comme testament. Il a vraiment une attitude qui s'assimile à celle d'un converti. D'ailleurs, c'est le cas. C'est un converti, il renaît à la foi chrétienne. Et la prière va jouer chez lui un rôle considérable. Il pratique l'adoration nocturne et entraîne ses employés, qui le veulent, mais aussi d'autres, à l'adoration nocturne. Il pratique l'assistance à la messe et journalière, et il s'habitue à vivre extrêmement chichement en redistribuant l'essentiel de ses revenus. La foi catholique qu'il a, elle est vécue dans un lien étroit entre spiritualité et charité chrétienne. Amour de Dieu, amour des autres. Comme la ville de Lille connaît un essor industriel et démographique considérable, spectaculaire, qu'elle est marquée par la misère ouvrière, il rêve, il n'y arrivera pas, mais c'est son rêve de faire de la ville de Lille une ville sainte. Je rappelle qu'à l'époque tridentine, la ville de Lille est devenue la citadelle de la contre-réforme, comme l'a dit Alain Lotin dans sa magnifique thèse sur Lille. Donc, on a cette filiation tridentine qui continue de se manifester, la notion de ville sainte. Avec son beau-frère, il s'investit de manière intégrale, autant dans les œuvres charitables que spirituelles. Il anime un groupe de catholiques qui va s'efforcer, financement, de construire la basilique Notre-Dame de la Treille. Vous voyez, il n'y a pas que la catho, la basilique Notre-Dame de la Treille. Et son espoir en 1905, c'est d'en faire une cathédrale pour l'évêché qu'il espère voir installé à Lille. Ah, les gens de Cambrai ne sont pas contents du tout, hein, et ils nous piquent. Alors, Cambrai, ils nous piquent le diocèse, ils créent un diocèse. Douai, ils nous prennent l'université. Qu'est-ce que c'est que ces Lillois? Donc, la cathédrale pour le futur évêché qui ne se met en place qu'en 1913. Il avait réfléchi à un modèle. On a là un modèle à l'échelle de 2 millions sur ce qu'aurait été la cathédrale de Lille avant que les problèmes n'empêchent
la cathédrale de se terminer, notamment pour sa façade dans le porche. Adoration, création de la basilique. Mais c'est aussi un homme qui va se dévouer dans d'autres œuvres, notamment des œuvres spirituelles et des œuvres sociales. La présidence régionale de l'œuvre eucharistique, l'adoration nocturne du Saint-Sacrement, à laquelle il est très fidèle. Et alors oui, une intuition qui reste encore aujourd'hui, il est à l'origine de l'organisation du premier congrès eucharistique international qui va avoir lieu ici, à l'Acato, 81, 75-81, vous voyez, c'est tout nouveau, dans la nouvelle université catholique. La maison de famille qui vient d'être faite, Albert Legrand, qui est là juste à côté, a abrité les congressistes de ce premier congrès international eucharistique avec un thème, l'Eucharistie sauve le monde. C'est une dame, Émilie Tamisier, qui a été à l'origine. Elle va inviter des personnes de tous les pays pour développer un culte eucharistique avec une adoration, des processions pour rendre honneur à l'Eucharistie. Voici une plaque qui rappelle ce premier congrès eucharistique. Il s'occupe d'une confrérie de la Sainte Famille. Pour lui, la famille, c'est essentiel. Une sorte d'institut séculier qui est une pieuse union sur le modèle espagnol. On y retrouve là l'élite catholique du nord de la France. C'est en quelque sorte le précurseur de ce qui va se développer par la suite, qu'on appelle l'action catholique, avec des responsables laïcs et des conseillers ecclésiastiques, la Sainte Famille. Il va également multiplier les visites au Saint-Sacrement, prolonger ses adorations dans une chapelle domestique qu'il a mis en place. Il participe à des retraites tous les ans à Notre-Dame du Haut-Mont, qui est à proximité d'ici, où il se forme et il appelle les retraitants à se former. Pendant que les retraitants sont en récréation, lui est à la chapelle et il prie. C'est vraiment quelqu'un de très contemplatif, des adorations nocturnes, du samedi soir au dimanche. Les personnes sont en admiration devant cette capacité de Philibert Vraud d'être un homme très actif et en même temps très contemplatif. Voici Notre-Dame du Haut-Mont. Il joue un rôle essentiel dans ce qui est à l'origine du développement de l'université catholique. Ce sont les assemblées générales des comités catholiques qui vont avoir lieu du Nord et du Pas-de-Calais de 1873 à 1896. À Lille, tous les ans se réunissent tous les catholiques sociaux et l'organisateur, celui qui est le secrétaire, qui met en place toutes les séquences de ces assemblées générales, c'est Philibert Vraud. Il anime le bureau central. Il est donc en lien avec tous les catholiques sociaux de la ville. Il est aidé par un certain Victor Canet, qui est son secrétaire général. Il soutient la presse catholique locale, régionale, avec Camille Ferrand-Vraud et surtout son neveu, le fils de Camille, qui va être à l'origine du soutien des œuvres, des presses extrêmement importantes comme le Lillois, la Croix du Nord et même la Croix de Paris. Il suit de près l'érection de Notre-Dame de la Treille, mais pas seulement. Il suit également la construction d'autres églises dans l'île. Il est présent dans les premiers pas de l'université catholique, soutient l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers, mais aussi d'autres écoles catholiques dans l'île, dont il veut faire, je l'ai dit, une cité sainte. Patronage avec les frères Saint-Vincent de Paul. Œuvre sociale. Et ce personnage va se lancer dans des tournées qui ne sont plus des tournées commerciales, mais dans des tournées au service de sa vocation religieuse. Ce célibataire qui n'a pas d'attache sédentaire va mener une véritable vie de religieux dans le monde. Il laisse l'entreprise à Camille Ferrand-Vraud et lui, désormais, va diviser son année en deux grandes périodes. De l'automne au printemps, Philibert Vraud, tous les ans, traverse la France, va partout en France pour développer son mouvement sur la Sainte Famille. Pendant l'été,
il s'occupe des conférences Saint-Vincent de Paul dans toutes les villes et tous les villages du Nord-Pas-de-Calais. Il les fait un par un, humblement. Et il met en place des sociétés Saint-Vincent de Paul avec, à l'initiative de Charles Louis-Henri Kolb Bernard, qui avait été le fondateur. Ce grand personnage, député légitimiste, député de droite de Lille, qui est le fondateur de la première conférence Saint-Vincent de Paul dans le Nord, Charles Louis-Henri Kolb Bernard, juste après Frédéric Ozanam, ce personnage va céder la place à Philibert Vraud, qui devient donc le président du conseil régional de ces conférences. Il a 57 ans. Ça fait 30 ans qu'il est membre de ces conférences Saint-Vincent de Paul, vice-président depuis près de 15 ans. Quand Philibert Vraud, l'homme modeste, prend la présidence, la société dans la province ecclésiastique de Cambrai comporte 90 conférences. 90 conférences quand il succède à Charles Kolb Bernard. À sa mort, il a fait passer le nombre de conférences à 268, en consacrant la moitié de son année à aller voir les gens, porte à porte, ville et village. 219 dans le diocèse de Cambrai, 49 dans le diocèse d'Arras, 4206 membres actifs. C'est vous dire que la Société Saint-Vincent de Paul doit aussi beaucoup, beaucoup à Philibert Vraud. Alors, l'enjeu, c'est l'éducation. C'est un enjeu et il veut créer, en 1875, profiter de la loi permettant la création d'une université. Il va donc créer les conditions favorables d'une fondation d'université catholique pontificale, c'est ce qui va le sauver, pontificale, à Lille plutôt qu'à Douai. Il achète sur ses deniers propres avec des amis une propriété sur le boulevard Vauban et offre ainsi à la ville, dès 1877, une première implantation universitaire avant l'arrivée de l'université d'État. L'université d'État est arrivée à Lille après. C'est l'université catholique qui est d'abord arrivée. Sa sœur Marie le rappelle, il joua à l'origine un rôle essentiel. Il en fut l'inspirateur, l'organisateur, le fondateur, le principal bienfaiteur. Il y consacre, on l'a vu, une partie importante de sa fortune. La première faculté, c'est celle de droit. Elle tient sa première rentrée avant même 75, en novembre 1874, dans l'hôtel de Vendrechy, qui est aujourd'hui l'hôtel de l'archevêché. C'est là, en décembre 1874, que les premiers étudiants de droit, avant d'occuper les locaux du boulevard Vauban. Alors, l'ICAM joue un rôle important. En 1898, pour lui, c'était une école destinée à former pour toute la France des contremaîtres et des directeurs d'ateliers dans un esprit profondément chrétien, confié, comme vous le savez, aux jésuites. Philibert Vraud participe, comme toute sa famille, au financement de l'université catholique, qui lui doit donc une fière chandelle de ce point de vue-là. À partir de 1975, les trois associés, Madame Vraud, Philibert Vraud et moi, dit Camille Ferrand-Vraud, nous prîmes la résolution de travailler avec persévérance jusqu'à la fin de nos jours à soutenir les finances de l'université. Ernest Lavis, qu'on ne peut pas taxer de catholicisme, Ernest Lavis, dans une revue internationale de l'enseignement, retenez la date en 1886, c'est-à-dire très peu de temps après la fondation. Voici ce qu'il dit. L'Université catholique de Lille, en quelques années, est une institution puissante et redoutable. Nous sommes dans les conflits entre les laïcs et les catholiques. Elle n'est pas seulement installée avec luxe et pourvue de tous les instruments d'enseignement et de travail, mais elle s'est incorporée à la Flandre, elle s'y est incarnée. C'est un bel hommage d'un rival, d'un concurrent, et très haut placé, Ernest Lavis, c'était le père de l'école de l'éducation laïque. Dès 1875, avec Anatole de Caulaincourt, il est reçu par le pape Pie IX et il lui rappelle son souhait de fonder une université, voyant, c'est intéressant, ne serait-ce que pour évoquer l'actualité présente, voyant les ruines morales des intelligences causées par l'erreur. Il inspire la rédaction du projet
et déploie avec Camille Ferrand-Vros une activité pour sa mise en œuvre. Les deux voient grand en termes de bâtiments, de laboratoires, de bibliothèques, d'encadrement des étudiants. Il insiste et obtient la création d'une faculté de théologie. Et là, il a l'intelligence d'aller voir le pape parce que les supérieurs du séminaire de Cambrai voient une concurrence. Donc, on est là sur des querelles intracléricales. Eh bien, il va voir le pape et il obtient une prise de position de Rome qui désarme les réticences. Une faculté de théologie va s'ouvrir en novembre 1877. À la rentrée 80-81, 5 facultés. Droit, médecine, une originalité qu'on évoquera avec Camille Ferrand-Vaux. Pour l'instant, je ne fais que passer. Sciences, il n'y en a pas d'autres de médecine ailleurs. Il n'y a qu'à la Cato de Lille qui a de la médecine. Sciences, lettres, théologie. Un ensemble complet d'enseignement supérieur. 60 professeurs, 250 élèves. Vous allez me dire, mais c'est rien, 250 élèves. Allez, il faut se rendre compte de l'époque. À cette époque-là, dans le Pas-de-Calais, un seul lycée, c'est l'étage en dessous, pour tout le Pas-de-Calais, Saint-Omer. C'est dire que 250 étudiants à cette époque-là, à l'université, c'est déjà important. Il faut le replacer dans le contexte. Pierre Pierrard, historien du Nord, souligne l'extraordinaire réussite que fut la création de l'université catholique qui prend tout son sens que si on considère qu'elle est sans précédent à Lille, ville qui alors n'a pas de passé universitaire et qu'elle se réalise plus de 10 ans avant l'installation au chef-lieu du département du Nord du corps des facultés d'État. En fait, la rivalité avec l'État va servir d'aiguillon pour les deux universités et cette émulation permet à Lille de devenir une très grande ville universitaire. Comme je vois que le temps tourne, je vais accélérer. Il s'occupe également, dans les quartiers de Lille, à répandre l'enseignement primaire obligatoire et laïque, à construire des écoles, à drainer vers les écoles privées, des écoles fréquentant des écoles communales, toujours la rivalité du contexte, qui sont désormais privées avec l'école laïque d'éducation religieuse à l'école. Il anime des instances dirigeantes, recrute des militants, fait tout un travail statistique, médiatise la résistance religieuse, il organise l'inspection scolaire, crée un enseignement primaire supérieur des classes d'apprentis. Tout ceci aboutit à la présence d'un enseignement catholique qui a une réelle audience dans la région. Et il s'occupe en priorité des quartiers pauvres. Il crée des écoles dans ces quartiers pauvres. Les voici. Donc, un homme extrêmement attaché à toute une série. Alors, son positionnement politique, il se présente d'un mot comme un républicain. Mais il dit, lors des élections, que la République sera chrétienne ou elle ne subsistera pas. Alors, il est battu. Mais il fait un score tout à fait honorable, 2240 voix. Il est battu par le candidat radical Gustave Mazure, ne va plus s'engager sur le plan politique. Il reste fidèle au pape Pie IX et surtout Léon XIII, qui souhaite le ralliement des catholiques. Il est donc ultramontain, comme on l'appelle, c'est-à-dire très attaché au pape, mais il suit le pape dans son encyclique Rerum Novarum qui fonde la doctrine sociale de l'Église. Cet homme va avoir, on l'a accusé d'avoir été antisémite. Ça a été un des reproches qu'on lui a fait parce qu'on a trouvé son nom sur une liste établie par la police de personnes susceptibles d'appartenir, donc c'est un rapport de police, à la Ligue antisémite française de Paris. Ivar Hiller a fait des études sur cette question qui méritait. Aucune preuve matérielle ou financière dans les comptes de l'entreprise, ni dans ses écrits, ni dans ses discours. On peut même dire que dans l'ambiance de l'époque, Philibert Vraud est une exception. Il n'a pas du tout, visiblement, ni dans ses écrits, ni dans ses activités, été attiré par le caractère antisémite. On est en pleine période, vous le savez bien, de l'affaire Dreyfus. La vocation sociale de Philibert Vraud
Elle s'appuie sur ce souci des pauvres. Le paternalisme qu'il développe à cette époque-là est une pratique commune. C'est vrai que l'idéal de l'usine chrétienne paraît aujourd'hui anachronique dans un temps de sécularisation triomphante. À cette époque-là, ce n'était pas le cas. Ça paraissait tout à fait normal. Il faut remettre les choses dans le contexte. L'anachronisme, jugé hier avec les yeux d'aujourd'hui, est un péché mortel de l'historien. Retenez cette formule. Il est guidé avec sincérité et persévérance par le souci du bien-être des ouvriers. En toute sincérité, les comités ouvriers se réunissent avec la participation des ouvriers. Alors, il a mis en évidence, il y a quelques éléments novateurs. Il supprime le travail de nuit pour les femmes, il leur donne la journée de 10 heures aux hommes et aux femmes, le repos dominical évidemment, le logement ouvrier, la mise en place de caisses de chômage et de retraite. Tout ça, c'est l'œuvre à la fois des deux frères, mais aussi d'un grand nom du catholicisme social de la région, enfin de la Champagne, Léon Armel. Les salaires sont tout à fait comparables aux autres entreprises, donc il n'a pas avantagé les œuvres extérieures par rapport aux entreprises, par rapport à ses salariés, absolument pas. Et durant toute cette période, aucune journée de grève dans ces entreprises. Il a mis un nombre incalculable de chrétiens sur la route. Il est vraiment un pionnier en matière de mise en avant du laïcat. Il est en quelque sorte un précurseur de l'action catholique. Et ces voyages sont des voyages pour éduquer les hommes d'œuvre, sanctifier personnellement, faire un lien de toute l'élite catholique. Et il veut faire de son action une impulsion et une coordination. Philibert Vraud est donc vraiment une personnalité discrète, mais j'allais dire d'une redoutable efficacité. Très respectueux du Saint-Père, c'est son côté ultramontain. Il respecte les prêtres, les religieux, mais surtout, il structure le laïcat catholique et l'investissement des fidèles. Sans relâche, il appelle, il encourage, il conforte. Il est très discret, mais très tenace. Un membre du comité de patronage témoigne, homme tout surnaturel. On voyait bien qu'avant tout, dans cette affaire de l'éducation, de la sanctification des jeunes gens, il comptait beaucoup sur l'action directe et personnelle de la grâce dans chaque âme. Cela nous fait du bien de l'entendre, lui le laïc, nous parler avec un tel accent des œuvres de Dieu. Le procès de canonisation, béatification et canonisation, a été ouvert en 1912. Conclusion favorable. Le papillon signe la possibilité d'installer la démarche de béatification. La Seconde Guerre mondiale va stopper et en 1950, le cardinal Achille Liénard décide d'arrêter la mise en place, qui est reportée sine die par Achille Liénard, sous l'influence de certains militants de l'action catholique ouvrière, qui reprochent à ce patron chrétien son paternalisme. On a là un risque réel d'anachronisme en matière de recherche historique. Comment reprocher un paternalisme à quelqu'un qui est existé au moment où les doctrines marxistes qui s'appuient, qui définissent cet élément, comment reprocher à un patron chrétien en 1890-1900 alors que la CGT n'existe qu'à partir de 1895, un paternalisme qui était une pratique tout à fait normale à cette époque-là. Bruno Cazin, le vicaire général, a constaté que cet arrêt dans la démarche n'a pas empêché de diffuser sa figure sur le plan national, mais aussi international. Il a donc, on peut apporter plusieurs éléments qui favorisent le fait de penser que Philibert Vraud était, d'une certaine manière, dans l'anticipation de Vatican II, par sa présence au monde, par le souci des exclus, par la foi clairement évoquée, notamment au Saint-Sacrement, avec le rôle fondamental de la famille. On a un christianisme intégral au service d'un développement humain complet dans le cadre d'une dynamique missionnaire d'ensemble
On peut faire de Philibert, mais aussi de Camille Ferrand-Vraud, deux modèles de laïcs catholiques reconnus comme chefs d'entreprise, qui est rare dans le monde chrétien, soucieux des employés sur le plan de la démarche de foi, autant affichée, militant d'une action catholique, tant dans la solidarité et l'éducation, le tout appuyé sur, on l'a bien vu, une intense vie spirituelle, le spirituel, le vertical et l'horizontal, avec le prix Philibert Vraud de l'économie du bien commun. Voilà, résumé en quelques mots, l'itinéraire de cet homme modeste, mais d'une fécondité tout à fait exceptionnelle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Bruno, de cet exploit hein, de présenter en si peu de temps une figure aussi riche, en effet, discrète et redoutablement efficace, hein, dont nous sommes héritiers ici. Ce que je vous propose, c'est un petit temps personnel, là, comme on aime bien le faire après avoir entendu là. Qu'est-ce que je retiens? Non pas un résumé de ce qui a été dit, mais qu'est-ce que je retiens? Et puis ensuite, on ouvrira quelques questions. Hein. Mais qu'est-ce que je retiens de cette figure dans ce qui a été dit, dans son contexte? Qu'est-ce que je retiens? Voilà, on va prendre l'une ou l'autre question ou commentaire. Cécile a le micro, levez la main. Question ou commentaire, tout simplement, dans ce que je retiens. Merci Bruno pour cette présentation. Euh, Tu parlais d'anachronisme. En fait, toute cette démarche des 150 ans et la découverte des figures humanistes à l'origine ou qui ont marqué l'université y participent. Toute cette démarche des 150 ans est marquée par un double mouvement. On souhaite relire notre histoire pour nous projeter, pour voir comment cette histoire peut éclairer l'avenir. Et donc, ben, Philibert Vraud, c'est une belle figure, riche, comme tu dis. C'est un homme de son époque aussi. Absolument. Et donc, qu'est-ce que aujourd'hui on pourrait retenir de cet exemple pour éclairer l'avenir? Ah oui, c'est une belle question. Je pense qu'il est d'actualité parce contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un homme qui était de son temps. Le chrétien aujourd'hui doit être comme lui de son temps de 2025, d'être compétent sur le plan de son activité, sur le plan de sa vocation professionnelle, mais jamais oublié comme lui, il l'a jamais oublié, comme tous les grandes figures de saints. Vous savez, l'Église est sainte, mais pas son personnel, disait Jacques Maritain. L'Église est sainte, mais pas son personnel. C'est une très belle formule. Eh bien, les saints dans l'Église, et Philibert Vraud, celui qu'on appelle le saint de l'île, il a toujours tenu les deux maillons, le vertical, la prière, la contemplation, la liturgie, et l'horizontal, ça fait une croix. Le vertical de la contemplation, l'horizontal des œuvres sociales, culturelles, c'est la vocation du chrétien d'aujourd'hui, c'est la vocation d'une université catholique. Les deux, mon général, comme dirait l'autre. Merci. Une autre question ou commentaire? Oui, Patrick, un autre Patrick. Oui, bah, en tant que doyen de la faculté de médecine, moi, ce que je retiens, c'est que, alors qu'on a créé 5 universités catholiques, comme vous l'avez dit, la seule où on a réussi à faire une fac de médecine, c'était une ville où il y avait déjà une école secondaire de médecine de l'État. Il y en avait une aussi à Douai. Et il y avait d'autres villes où il y a des universités catholiques où il n'y avait pas d'école secondaire. Et c'est eux qui ont réussi ce miracle
de créer cette unique fac de médecine dans une université catholique. Pour moi, et sans eux, je crois qu'on n'aurait pas de faculté. Alors, chers collègues, il faudra absolument venir le combien février, là, dans un mois, pour voir comment Camille Ferronvrault a été l'artisan, mais alors là, il y tenait comme à la prunelle de ses yeux à cette faculté de médecine, mais c'est très bien la remarque, qui est originée qui est née de l'existence de quelque chose. Mais lui a vraiment tenu absolument, et c'est la seule. C'est le seul institut catholique où il y a université catholique, il y a une fac de médecine. Voilà, moi ce que je retiens aussi, c'est que le grand spirituel, l'industriel, l'homme qui s'investit dans l'éducation, il est capable aussi d'ouvrir très très largement ses finances et son portefeuille. Et ça, c'est pas non plus si simple que ça. Et je trouve que ça, toutes ces dimensions interfèrent très très fortement et sont toutes des défis, me semble-t-il, humanistes qu'il a relevés à sa façon. Et en plus, vous avez beaucoup insisté sur sa discrétion, ce qui ne gâte rien en l'occurrence. Le bien ne fait pas de bruit. On va rester sur cette phrase. Merci beaucoup, Bruno.